Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinar dont le thème va parler de recommandations, de personnalisation, de merchandising, de merchandising, donc tous ces termes que l'on peut entendre aujourd'hui sur le marché. L'idée est de voir quels sont les usages de ces différents mots sur vos sites, mais surtout quel est l'impact de l'ensemble de ces techniques pour optimiser la conversion et la performance de votre entreprise. Donc ce matin, je suis accompagné de Thomas Pinte. Bonjour à tous. Qui est consultant chez Web Transition, avec qui nous travaillons beaucoup et qui aide, je dirais, les clients, mais je le laisserai tout à l'heure présenter son entreprise, qui aide les clients à optimiser leur performance. Et moi, je suis Pascal Morvan, je suis directeur solution chez Sparko. Juste pour démarrer, quelques mots sur chacune de nos entreprises. Donc, pour rappel, Sparko est un éditeur de logiciels qui a pour vocation d'aider nos clients à booster leur performance commerciale autour de quatre grandes briques logicielles qui sont Sparko Merchandising, Sparko Recommandations, Personnalisation de suite et Digital Store, qui sont des solutions en mode SaaS. Sparko a pour vocation d'aider comment on aide aujourd'hui nos clients. On va dire que globalement, on aide nos clients sur trois aspects. Le premier qui est d'améliorer l'expérience d'achat de vos clients, d'accord, en passant par de la personnalisation, que ce soit de la personnalisation à travers de la connaissance client, à travers des données CRM, à travers du comportement, donc comment il navigue, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde. C'est de proposer une solution qui va permettre une expérience cohérente sur l'ensemble des canaux, puisque nos solutions sont utilisées à la fois pour, on va dire, motoriser un site web, des applications mobiles, des bornes en magasin, des solutions d'emailing, des solutions de call center. C'est de proposer, je dirais, une navigation qui correspond aux attentes des clients, mais c'est tous les thèmes que l'on va développer. Le deuxième grand axe de nos solutions, c'est, on disait tout à l'heure, de booster la performance des dispositifs commerciaux. On a souvent tendance à dire que on a deux grands métriques, c'est une augmentation du chiffre d'affaires de 40% et une augmentation du panier moyen de 14%. C'est une statistique sur l'ensemble de nos clients. On booste cette performance en mettant en place des mécaniques d'upsell, de cross-sell, etc. Le troisième point, qui est aussi très important à nos yeux, c'est d'augmenter la productivité des équipes métiers. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte très souvent qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement au niveau des plateformes de e-commerce. Et l'idée des solutions Sparko, c'est d'industrialiser la démarche, de faire en sorte qu'une règle que l'on veut mettre en place, on puisse la déployer à de multiples endroits. Voilà, je vais laisser la parole, juste pour finir, quelques-uns de nos clients. On est très présent dans le retail. Donc on voit ici un certain nombre de grandes enseignes, on est présent dans les grandes enseignes, mais aussi chez des plus petits, chez un certain nombre de pure players, comme Web Distribution, Mode in Motion, Brandalais, qui a fait le choix de nos solutions. Très présent dans la mode, voilà, avec des références comme IKKS, Pinky, Citadium et autres. Voilà. C'est un petit peu, je dirais, nos clients. Thomas, je vais te laisser présenter Web Transition. Merci beaucoup Pascal. Donc aujourd'hui Web Transition, c'est un cabinet qui est spécialisé sur la performance de vos boutiques online. Concrètement, notre métier c'est quoi ? C'est d'accroître réellement le chiffre d'affaires de vos boutiques. Et ça part d'une étape qui est très simple. Aujourd'hui, on va délivrer cette promesse au moment où le client, le prospect, aura franchi la porte et le seuil de votre e-boutique. Et concrètement, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il achète mieux et qu'il achète plus. Et c'est tout naturellement que du coup, nous nous adossons à des solutions telles que Sparko pour pouvoir mettre en place les méthodes, les règles métiers, l'ensemble des méthodes avec des problématiques justement d'industrialisation, d'optimisation constante. Et donc du coup, nous exploitons ça aujourd'hui et nous travaillons aujourd'hui sur ce sujet avec majoritairement des grands groupes, des grands acteurs, qui soient du retail ou pure player. Finalement, on a un spectre de clients qui est relativement commun avec Sparko. Alors, on parlait de ces mots que l'on entend beaucoup et que l'on lit beaucoup dans les différents articles de presse, le merchandising, le merchandising, la recommandation, la personnalisation. Avant de démarrer, ce qu'on a voulu faire avec Web Transition, c'était de redonner peut-être un peu des définitions sur chacun de ces mots.
Parce qu'on se rend compte, moi je rencontre beaucoup de gens, et puis souvent il y a des gens qui me disent tiens je voudrais faire de la recommandation. Puis quand on commence à creuser, on se rend compte que c'est plutôt du merchandising. C'est plutôt du merch, ouais. C'est plutôt du merchandising. Donc on va passer très très vite. Je vois je n'ai pas de vidéo, que les slides, oui. Oui, je n'ai pas enclenché ma webcam. Donc le merchandising, c'est quoi? Ça regroupe ce qu'on appelle l'ensemble des techniques d'optimisation, ayant pour trait l'allocation de surface d'exposition, des points de vente et leur présentation. Donc c'est une science qui est très très vieille dans le monde physique. Dans le monde physique, on ne jette pas ces produits à même le sol. Eh bien, on les organise, on les range, on scénarise son offre, etc. Donc c'est toutes ces techniques qui permettent une meilleure exposition de son catalogue. Le merchandising, donc là on est vraiment dans ce qu'on va appeler la recherche, comment le moteur de recherche, et bien surtout c'est que comment on va scénariser le résultat de sa recherche. Il y a bien sûr la mécanique de recherche en tant que telle, mais le merchandising c'est bien la concaténation du search et du merchandising qui fait qu'on va scénariser aussi les produits qui vont être le résultat de la recherche. La recommandation, c'est un terme qui est très très à la mode en ce moment, que ce soit basé sur ce qu'on appelle des algorithmes statistiques. Donc là, c'est la machine qui calcule pour vous quels seraient les bons produits à vendre à vos clients, en tenant compte d'un certain nombre de choses. Mais c'est aussi, dans la recommandation, la capacité à définir des règles métiers. On rentrera dans le détail de tout ça. Et puis la personnalisation, là, on est plus dans cette logique aujourd'hui de pouvoir aider le client à trouver le plus rapidement possible les bons produits, en l'aidant, en lui ramenant le plus vite possible ces bons produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des habitudes d'achat, pourquoi me reposer toutes les mêmes questions? Je vais essayer de remettre en avant, je sais pas, des produits de ma marque préférée, des produits dans la tranche de prix que j'ai l'habitude d'acheter, dans les familles que j'achète le plus, etc. Donc là, on est vraiment dans ces différentes mécaniques. On a souhaité faire ce webinaire ce matin avec Web Transition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur la recommandation. On a l'impression que c'est un peu le Saint Graal qui va aider et qui va booster la performance des entreprises en disant tiens, si je mettais une solution de recommandation, je vais booster mon chiffre d'affaires. Alors il y a un éditeur qui est connu dans ce monde-là, qui s'appelle Rich Relevant, je le cite. Pourquoi? Parce qu'il dit que globalement l'objectif de la personnalisation des offres et l'augmentation des offres va augmenter les ventes entre 3 et 5%. D'accord? Yes, et concrètement, cette augmentation de vente, elle est en effet significative. Il faut toujours la remettre en contexte. D'une part, la part de la recommandation par rapport à un taux d'exposition global de l'ensemble de mon trafic est aussi une part qui est du coup aux alentours de 20 points. Donc du coup, c'est un accroissement sur une part qui est somme toute limitée. Donc du coup, il y a aussi une question qui est vraiment clé. C'est finalement, c'est une quête, c'est une optimisation qui est claire. La quête du one-to-one est vraiment une quête en e-commerce qui est assez ancestrale. Il faut vraiment le mettre en perspective du lift business que cela peut apporter. Je pense qu'à un moment donné, il est intéressant de pouvoir exploiter toutes les techniques marketing qui sont à notre disposition. Mais avant d'être des marketeurs, il ne faut pas oublier qu'on est aussi des commerçants et que du coup, il y a un certain nombre de fondamentaux. Et que finalement, ces stratégies de recommandation et de personnalisation ne prendront tout leur sens que lorsque le cycle et le socle des bonnes pratiques sur les autres leviers sera vraiment optimal. C'est là qu'on viendra créer un cercle virtueux. Donc, ne grillons pas les étapes et soyons pas tentés par la sirène. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui que ce que l'on partage, en tout cas avec Web Transition, c'est de se dire il faut revenir aux bases du commerce. D'accord ? Et c'est important. Et c'est quoi le commerce ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans un magasin physique, on théâtralise, on écoute son client, on le guide, on le conseille, on le convainc, etc. Donc on est bien dans cette logique de relation avec le client et il faut mettre en place un certain nombre de mécaniques avant de se focaliser sur de la recommandation statistique. Clairement. Et alors du coup, sur l'ensemble de ces mécaniques-là, il y a vraiment les fondamentaux. Ces fondamentaux, aujourd'hui, on va avoir les 3 piliers. Faut vraiment pas oublier qu'à un moment donné, notre job à tous, c'est de faire plus de business. D'accord ? Comment on fait plus de business ? En utilisant les techniques, certes. En mettant en place les compétences qui sont en mesure de pouvoir exploiter cette technique, c'est un deuxième point, mais également en travaillant l'organisation au quotidien sur ces sujets. Alors du coup, ce qu'on constate aujourd'hui, clairement, c'est qu'à un moment donné, finalement, on s'aperçoit que quand on analyse un peu les organisations e-commerce, 80% des ressources sont attribuées, 80% des ressources passent 80% de leur temps finalement à travailler un sujet qui est le sujet de l'opération commerciale.
moi, je mets toujours ce regard-là en face du chiffre et de l'apport concret et direct de ces opérations commerciales. Les opérations commerciales ont un sens, bien entendu, pour pouvoir finalement accueillir, driver, motoriser du trafic. C'est un point qui est un point clé, en effet. Mais si on parle réellement de l'exploitation de la performance de ta boutique, il ne faut pas oublier que les opérations commerciales, c'est jamais que ta vitrine. Et qu'à un moment donné, si on prend le parallèle avec les magasins, eh bien, il y a peu de personnes qui achètent complètement la vitrine. On est bien d'accord. Donc, c'est un moyen pour faire entrer, c'est clair. Mais n'oublions pas qu'à un moment donné, les autres fonctions et modules prennent tout leur sens. Par exemple, le search. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le search, c'est 30% de votre business. Un indicateur pour faire un petit peu de teasing sur les sites qui suivent, quand un internaute passe par votre moteur de recherche, aujourd'hui, c'est une attitude et un comportement d'achat qui vous garantit un taux de transformation qui est entre 1,5 et 3 fois supérieur à un taux de transformation lambda. On le verra par la suite. Mais juste en parallèle de ce search, il y a du coup toute la dynamique de navigation. La navigation, c'est 60% du chiffre d'affaires. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de 30 points du CA sur le search et 60 points du CA sur la nav, quand on regarde les organisations claires, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais un responsable du search. Voilà, aujourd'hui, le nombre d'organisations qui ont un responsable du search, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et sur la navigation, le gros problème, c'est que jusqu'à présent, elle est peu monitorée, peu décortiquée et donc finalement réellement peu exploitée. Et donc du coup, on est plutôt sur des convictions que sur réellement une démarche qui est une démarche commerçante et marchande. Voilà, donc là on voit bien aujourd'hui le poids de chacune de ces techniques et comment elles contribuent au chiffre d'affaires des e-commerçants. Ce qui est important, c'est qu'on parlait tout à l'heure du search, d'accord. Il y a des statistiques aujourd'hui sur le marché qui disent que 73% des visiteurs quittent le site au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et c'est évident si je fais ce genre de choses. Que le taux de conversion est de 1,5 fois à 3 fois supérieur au taux de conversion d'une descente de produits classiques. En effet. Il est évident, et je dis souvent aux gens, plus la recherche est détaillée, plus l'intérêt du client est fort. Je vais vous donner un exemple. Si je vais sur un site, je dis appareil photo, eh bien la conversion sera totalement différente que si je dis appareil photo Canon EOS 370. Là, j'ai un vrai besoin. Et si dans ma recherche, je n'arrive pas à trouver ce fameux appareil photo, eh bien forcément, je vais quitter le site. Un autre exemple, Pascal, là-dessus, c'est à un moment donné, si on prend l'exemple de l'appareil photo, c'est tous ceux qui taperont du coup appareil photo expert. À un moment donné, ces personnes-là sont en quête de produits et de solutions qui correspondent à un besoin. L'avantage d'avoir cette notion sémantique de appareil photo expert, c'est qu'à un moment donné, on arrive davantage à cartographier le comportement de nos clients. Et donc par rapport à ça, ce qui est assez intéressant dans le merchandising, c'est comment on va réussir à travailler finalement la page liste produit qui va arriver après le search pour réussir à coller au mieux au comportement de l'internaute et du navigateur. À un moment donné, il y a aussi un point qui est à mettre en lumière par rapport au search, c'est que historiquement, c'est un sujet qui est majoritairement drivé par la DSI. Aujourd'hui, la majorité des outils sont déployés par ces acteurs-là, alors que c'est un vrai sujet métier. 30 points du business passent par là. Ça ne peut pas être simplement drivé par un déploiement d'un bon outil. Il faut réussir clairement à le personnaliser. Et là-dessus, clairement, aujourd'hui, quand on va travailler le search par la DSI, on va s'assurer que d'un point de vue sémantique, quand les gens taperont jean, et bien clairement, ils verront une page liste jean et ils ne verront pas des photos de gens du jardin qui apparaîtront. Ça, c'est le premier déploiement, ok, mais en faisant ça, on n'exploite pas réellement la puissance de ces moteurs. Voilà. Le moteur de recherche, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs choses à retenir. Forcément, un moteur de recherche doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de zéro résulte. On doit gérer les redirections, on doit gérer tout ce qui est orthographe, masculin, féminin, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base d'un moteur de recherche. Par contre, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut retenir du moteur de recherche, il y a 2 statistiques que j'aime bien citer. On dit qu'il y a 27% des visiteurs d'un site e-commerce qui débutent leur parcours par le moteur de recherche. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, d'accord, parce que c'est très très important. Le deuxième point, c'est 96% des visiteurs déclarent que ces fonctions de recherche sont importantes dans un processus d'achat. Et donc, il faut absolument bien le traiter. Par rapport à ce moteur de recherche, ce que je voudrais citer, oui. Je mets en parallèle 2 illustrations sur ces stats et sur la nécessité d'aller au-delà de simplement l'aspect sémantique. Le truc le plus important, c'est de pouvoir réellement être marchand, donc de pouvoir adapter le fond de son offre et la présentation donc, du coup des rayons en fonction justement de ce comportement de recherche. Finalement, quand on parle de search, on a vraiment la capacité à écouter le client. C'est une vraie démarche de pull et il faut être... typiquement, quand on a un e-commerçant, la quête, c'est justement d'essayer d'avoir la vente assistée.
le search nous permet réellement de pouvoir être à l'écoute du besoin, qui est un besoin des plus précis, et donc du coup d'être vachement plus pertinent dans la présentation de ces pages listes. L'autre truc également, c'est arrêter, et il faut vraiment arrêter de jargonner. Les termes que nous pensons être les termes clés ne sont pas forcément les termes recherchés. Un exemple, dans le linge de maison, voilà, je suis un acteur du linge de maison. Aujourd'hui, je vais avoir des produits qui vont s'appeler des boutis. Concrètement, ces boutis-là, c'est des couvre-lits. Mais sauf que moi, en tant qu'homme du métier, finalement, je vais traditionnellement référencer boutis et je vais me dire merde, j'arrive pas à écouler mes produits boutis. Non, mais personne ne recherche ça. À un moment donné, il faut réussir à sortir du jargonnage et à repartir sur des terminologies qui sont des terminologies classiques, utilisées. Et cette phase d'écoute du moteur de recherche est vraiment essentielle. Ce qui est important, donc on voit bien le rôle du moteur de recherche. Ce qu'on veut citer, c'est d'autres choses autour de ce moteur de recherche qui aujourd'hui donne des résultats très très intéressants. C'est ce qu'on appelle donc bien sûr l'autocomplétion pour pouvoir proposer, mais c'est surtout que ce soit une autocomplétion riche avec des images, de la couleur, etc. On a par exemple certains clients de Sparko mettent carrément des images de fond. Si vous allez sur le site de Decathlon, vous commencez à taper VTT, vous arriverez sur une page qui est scénarisée où on voit des vélos. C'est ce qu'on appelle du rich media, peu importe comment on va l'utiliser. Et il y avait une étude du Figaro Digital qui disait que le fait de faire cette autocomplétion riche augmentait de 31% le nombre de pages vues. Et votre rôle, c'est bien d'augmenter le nombre de pages vues. Plus j'ai de la page vue et plus j'ai un taux de conversion qui va augmenter. Et voilà, c'est une petite chose simple. Il faut bien sûr que le moteur soit efficace, mais en plus, il faut après scénariser l'intégralité de tout ça. Le moteur est vraiment un outil clé pour favoriser la lisibilité de l'offre, la découverte de l'offre et la navigation dans son offre. Attention par rapport à l'utilisation des fonctionnalités d'autocomplétion. N'oubliez jamais une seule règle, c'est il faut suggérer sans contraindre. L'internaute est dans une démarche. De cette démarche-là, vous pouvez lui suggérer, prendre position. Ne contraignez pas trop. La contrainte, à un moment donné, empêche le choix, empêche la découverte. Il faut réussir à trouver le bon dosage, justement là-dessus, pour faciliter la découverte de l'offre. Là, ce qu'on va vous citer, c'est quelques exemples de clients Sparko et qu'est-ce qu'ils font d'assez intéressant et donc quelles sont les pistes d'amélioration d'un simple moteur de recherche. Voilà, première chose qu'on disait, il faut merchandiser la page de résultats de recherche, il faut faire des têtes de gondole, il faut animer, il faut y mettre chez Decathlon. Ils mettent le premier prix technique, le produit en solde, la meilleure vente, etc. Le deuxième exemple qu'on peut citer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la contextualisation du contenu de cette page liste. Voilà, donc là on voit que à la fois dans une page de résultats de recherche, j'ai mis des têtes de gondole, mais je mets aussi des contenus qui sont adaptés aux résultats de la recherche. D'accord ? Je crée ce que j'appelle une ambiance. D'accord ? Comme je disais tout à l'heure, chez Decathlon, le terme de faire rechercher un VTT, dans cette page de résultats de recherche, j'ai une image qui représente l'univers que je veux pouvoir vendre. On est en train d'essayer de travailler un truc qui est clair, c'est que aujourd'hui, quand vous avez en magasin un vendeur qui est un vendeur efficace, c'est un vendeur qui arrive à positionner un contexte, à faire évoluer la démarche de vente dans un environnement qui va coller au client, coller à sa recherche. Notre but par rapport à ça, c'est de faire en sorte qu'on associe le search et le merge pour finalement créer un écrin. Cet écrin servant du coup à valoriser la scénarisation de son offre. La valorisation de son offre est un point clé qui aujourd'hui, grâce à des outils comme Sparko, nous permettent clairement d'avoir les moyens d'être aussi précis, aussi fin et aussi efficace dans l'exploitation de son site. Voilà. Dernière piste d'amélioration dans le search qui donne pas mal de résultats. Malheureusement, des fois, il y a des zéro résultats. Si je tape A, B, C, D, E, F, G, H, K, forcément, je n'aurai pas de résultat. Donc, il faut aussi prévoir ce type de cas. Et c'est ce que fait, par exemple, 36 Belgique, qui propose d'autres idées. Nous, on n'a pas de résultats, j'ai d'autres idées à présenter. Donc ça, c'était le premier thème quand on abordait le merchandising. Qu'est-ce que ça amène en termes de conversion et de taux de transformation ? Le deuxième point que l'on va évoquer, c'est on dit souvent que aujourd'hui on considère que le merchandising online manque d'agilité comparé au commerce physique. Par rapport à ça, en fait, qu'on soit clair, le merchandising ne remplace pas la vente assistée, d'accord ? La quête, c'est la vente assistée. Sur le site e-commerce, il y a des initiatives qui sont prises, qui offrent des résultats assez pertinents, mais ça reste quand même assez délicat. Néanmoins, avec les outils qui sont proposés, on arrive à s'en approcher. Voilà.
Souvent, j'explique quand je dis manque d'agilité, je donne souvent cet exemple. Si je vais dans une boutique physique, d'accord, j'ai des portants, voilà, j'ai des portants, j'ai des chemises, des pantalons, des vestes. Si un produit s'écoule en quelques heures parce que c'est une nouveauté, les vendeuses ne laissent pas l'espace du portant vide, d'accord. Alors que sur le site web, ça ne gêne pour ainsi dire personne de laisser en haut de page un produit qui n'est plus disponible. Voilà, c'est ça qu'on veut évoquer dans le manque d'agilité, c'est de faire en sorte que tout ça, ça évolue de façon constante. Premier terme qu'on évoquait, c'est la navigation. La navigation, c'est quelque chose qui représente 60% du chiffre d'affaires en moyenne sur un site e-commerce. Et je dis souvent aux clients que votre métier a changé. Pendant très très longtemps, vous posiez la question de savoir comment vous deviez vendre vos produits à vos clients. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment vous allez l'aider à trouver ce bon produit. D'accord ? Et trouver ce bon produit, c'est quoi ? C'est de se dire que je vais peut-être passer par une navigation qui va être différente. Aujourd'hui, on a trop tendance, sur beaucoup de sites web, la navigation, c'est le reflet du catalogue. Voilà, je vends des jeans, des pantalons, des shorts, des t-shirts, des pulls, des manteaux, etc. Et puis, il faut toujours que le client dise, tiens, je veux voir les jeans, je veux voir les manteaux. Non, j'ai envie de voir l'univers homme. Ouais. J'ai envie de voir des tendances. Et c'est ce que fait très bien, par exemple, Camaïeu, d'accord, qui propose à ses clients d'accéder sur des envies. J'ai envie de quoi ? J'ai envie de vacances, j'ai envie de cérémonie, j'ai envie de couleurs pop, etc. Et donc, c'est de faire en sorte que tout ça, évolue dans le temps, d'accord, et propose un accès par de multiples chemins. Faire en sorte qu'on puisse accéder à des produits par des envies, par des besoins, par les nouveautés, et ainsi de suite. Je vais mettre aussi un petit parallèle à ça. C'est en effet une opportunité et une orientation qu'il faut prendre. Il faut vraiment le mettre en contexte par rapport à une data qui est la maturité d'achat de mes clients et consommateurs. Aujourd'hui, en fait, finalement, cette navigation qui est une navigation enrichie en offrant des clés d'entrée qui sont des clés d'entrée beaucoup plus aspirationnelles, beaucoup plus thématiques, il faut vraiment faire en sorte que du coup, quand on propose ça, on soit en confiance par rapport à des datas qu'on a pu observer sur comment se comporte notre internaute. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on a beaucoup moins de lèche-vitrine en ligne que du coup en physique. Et à un moment donné, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si l'internaute ne clique pas, vous ne vendez pas. Créer des clés d'entrée additionnelles, c'est potentiellement réussir à s'adapter, à être au plus proche des comportements et des habitudes de mes internautes. Il faut vraiment mettre en perspective cette règle, cette bonne pratique, à la maturité de vos consommateurs et de vos clients. Ce qui est important, c'est que cette navigation, elle doit aussi tenir compte, d'un certain nombre d'éléments. Je cite souvent cet exemple. Chez Decathlon, par exemple, vous avez une navigation par le sport. Le sport, c'est pareil. Il ne gère pas les mêmes sports en été, au printemps, en hiver. Exactement. Aujourd'hui, si vous allez sur la page des sports de Decathlon, les premiers sports qui ressortent dans cette navigation, c'est quoi ? C'est le ski, c'est le snowboard. Ce sont des sports de saison. Donc, on adapte la navigation pour, toujours dans la même logique, d'aider le client à trouver tout ça. La navigation n'est pas un outil figé, c'est un vrai levier d'optimisation qui doit être contextualisé à deux choses, les comportements observés et bien entendu la grille d'OPECO ou de saisonnalité. Voilà. Quand on travaille son accès à son offre par une navigation sur différents thèmes, etc., ce qu'on dit, c'est que ça a un impact fort sur quoi ? Sur le taux de rebond, sur le nombre de pages listes vues, sur le nombre de fiches produits. Et tout ça, toujours pareil, concourt à la performance de l'entreprise. Le deuxième aspect qu'on évoque souvent, c'est cette fameuse gestion des facettes, des filtres que l'on veut proposer à l'utilisateur. Ouais. Alors ça, c'est... on voit tout et n'importe quoi là-dessus. On voit des choses assez, des fois assez surprenantes, d'accord, avec des listes avec 250 possibilités de choix, d'accord, avec des tailles. Là, j'aime beaucoup l'histoire de la taille. Quand on est dans l'habillement, on part d'un catalogue et puis des fois, c'est la taille d'un vêtement, c'est du S, du M, du L, mais c'est aussi du 36, 38, 40, c'est du 1, 2, 3. Et puis, on voit sur des sites web de machin. Et puis, quand je clique sur 36, je ne vois que les produits 36, alors que j'aurais dû proposer le 36, le S et le 1. Voilà. Donc, c'est de faire en sorte qu'on puisse adapter et faire en sorte qu'on adapte la pertinence de ces facettes. Je prends l'exemple de la taille, je prends souvent l'exemple des couleurs.
Les couleurs, souvent, c'est pareil. C'est trié. Les couleurs ou les marques sont souvent triées par ordre alphabétique. Donc ça commence toujours par le blanc, le beige, etc. Le blanc et le beige, c'est bien en été et au printemps. Par contre, en hiver, les couleurs, c'est le noir, c'est le bleu, c'est le marron. Eh bien non, on va pareil de la même façon, quand on a cette notion de kaléidoscope, faire en sorte qu'on amène les bonnes couleurs. Quand on parle de marques triées, proposer des facettes avec des marques triées par ordre alphabétique, non. Vous avez des marques fortes, vous avez des marques... Voilà, j'ai envie de mettre ma marque distributeur en premier dans cette liste de valeurs. J'ai envie de mettre les marques qui sont tendance par rapport à la famille de produits. Et on ne les trie pas de la même façon. Donc mettre de l'intelligence sur les facettes amène de la même façon un taux d'usage beaucoup plus important. Oui. Il y a vraiment un point, c'est que cette facette, pendant longtemps et encore maintenant pour pas mal de e-commerçants, c'est l'outil qui permet d'éviter de prendre une décision dans les chemins de neve. C'est en se disant, tiens, on va mettre la totalité des options dans les facettes, ça permettra à l'internaute de finalement de réussir à s'orienter. N'oublions pas, les facettes, c'est 20 à 25 points d'utilisation. Si vos clients ne trouvent pas les choses qui l'intéressent directement en page liste, potentiellement vous passez à côté du business. Donc ne soyez pas à proposer de la suroption. Il ne faut pas oublier un truc, au plus il y a d'options, au plus le client est confronté à des possibilités, au plus son choix devient difficile, au plus du coup la recherche devient confuse, et donc du coup au plus le risque de non-vente est présent. Un truc qui est vraiment clé par rapport à ça, il faut vraiment avoir l'angle qui est quelles sont les clés d'achat de mon produit. On parle de l'exemple des robes. À un moment donné, si je suis dans la page liste robes, je peux proposer des facettes en effet de taille, je peux proposer des facettes de couleur. Toutefois, n'oubliez pas, à un moment donné, la personne qui est là-dedans va potentiellement vouloir rechercher et affiner du coup sa recherche par des styles. Robe de soirée, robe de plage, robe casual. Et à un moment donné, comment j'arrive à mettre en place les règles métiers qui me permettent par ces termes génériques d'affiner de manière automatisée de mon côté les résultats pour qu'ils soient des plus pertinents et que ça colle réellement à des comportements d'achat et à des clés d'achat. Ce sont vraiment les clés d'achat qui doivent être importants. Et quand on dit la bonne facette est un critère d'achat client, comme tu disais tout à l'heure, je cherche un appareil photo expert. Eh bien voilà, parce que j'ai envie de faire un cadeau à mon père qui est un expert de la photo, mais moi je ne suis pas un expert de la photo. Je ne sais pas quel type de focale il faut choisir. Mais par contre, je sais que j'ai besoin d'un appareil photo de type expert. Et donc tout ça, c'est vraiment très, 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 très important. Le deuxième point aussi dans ce qu'on appelle le merchandising, c'est tout ce qui va être lié au tri. On propose souvent des tris sur une page listing. Et puis très souvent, c'est relativement faible. On propose un tri sur le prix. On propose quelques tri, la disponibilité. Ce qui est important, c'est que le critère souvent le plus utilisé, c'est de proposer un tri sur la disponibilité, sur la taille, sur la marque, de trier sur les nouveautés, de trier sur la pertinence, etc. Et ça, quand on commence à mettre en place ces différents critères de tri pour l'utilisateur, pour le client, on se rend compte que le critère tri passe en dernier. D'accord ? Donc le client est bienvenu pour chercher des produits, il n'est pas venu forcément pour venir chercher un prix. Et ça, c'est des choses qui, pareil, concourent à la conversion. Par rapport à ça, ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir essayer de mesurer finalement le taux d'utilisation des différents modules de tri. Le taux d'utilisation des différents modules de tri vous permettrait potentiellement dans un second temps de mettre en place une règle de ranking qui serait une règle de ranking standard sur laquelle vous créerez du coup de l'incrément à partir de contraintes métiers que vous définirez. Mais à un moment donné, du coup, c'est là où finalement... la force du merchandising dans le ranking est de pouvoir éviter à la personne d'avoir à appliquer ses tris et de pouvoir lui suggérer une sélection de produits qui soit mélangée, mais qui mélange du coup de la nouveauté, de la top vente, un peu de prix, de la dispo bien entendu. Il faut qu'à chaque fois les produits qui soient présentés soient disponibles, on s'entend là-dessus. Mais finalement de pouvoir mettre en place en natif ça sans avoir à appliquer des règles de tri offre clairement un vrai lift business. Voilà. C'est une vraie clé pour générer du business additionnel. Clairement, vous gagnerez beaucoup plus à étudier, à mettre en place les bonnes règles de ranking qu'à vous poser pendant 4 heures en brainstorm à mettre en place toutes les créas pour faire une OPECO. Troisième point, c'est le ranking. Oui, on ne jette pas ces produits dans une page liste triée par prix ou triée par disponibilité. On doit mettre de l'intelligence au niveau de ce ranking. D'accord ? Ce ranking, on va mixer forcément un certain nombre d'éléments. C'est la disponibilité, c'est la nouveauté, c'est le top des ventes, les prix, les taux de conversion, etc.
Pourquoi on dit ça? Parce qu'il faut bien mixer l'ensemble de ces approches. Parce que trop souvent, bien, quand on fait une règle de ranking relativement basique, on se rend compte, souvent les e-commerçants se rendent compte que leur nouveauté, elle se retrouve toujours dans les bas de page ou tout au fond du catalogue. Non, ça va aussi dépendre de la stratégie que j'ai vis-à-vis de la page. Un ranking, quand je suis dans une opération de déstockage, j'ai intérêt à mettre en avant tous les produits qui sont sur le plus fort stock. D'accord. Par contre, sur d'autres produits, je dois mixer ces approches. Je dois mixer les nouveautés, le top des ventes, etc., etc. Et là, il faut vraiment travailler tout ça parce que ça donne un effet de levier entre 10 et 30% sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Vous le savez tous, la barrière du ranking, c'est ce fameux scroll. Les gens ne visitent pas. Comme je disais souvent, c'est fini le temps où ma grand-mère passait son samedi après-midi à regarder le catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses. D'accord. Sur le web, on ne passe pas son après-midi à scroller les pages et les pages et les pages. Généralement, les 8-10 premiers produits sont les 8-10 premiers produits les plus achetés. Ce ranking immédiat est extrêmement stratégique du coup. Le deuxième enjeu du coup est de pousser au scroll. On le verra après, ou de pouvoir mixer d'autres typologies de contenu. Mais à un moment donné, ce ranking immédiat, c'est la garantie de transformation concrète et réactive. Voilà. Un autre point intéressant dans le merchandising, c'est la capacité à mixer produits et contenu. Un de nos clients qui est Truffaut fait bien ça en poussant à l'intérieur d'une page listing des conseils. D'accord. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément de retour sur qu'est-ce que ça améliore, mais en tout cas, on se rend compte que ça améliore le taux de rebond, le taux de sortie sur ces fameuses pages listes, parce que les gens vont s'attarder sur du conseil. D'accord. Et ça, c'est des points importants. Là maintenant, l'enjeu par rapport à ça, et c'est une clé qui est offerte par les solutions, c'est de comment réussir, quand je suis dans ces pages conseils, à ne pas avoir à avoir de problème à revenir sur les pages produits et à redécouvrir l'offre. L'idée, n'oubliez pas, c'est d'associer un maximum de conseils à des entrées produits. Sinon, vous créez du clic additionnel et vous créez de la perte. Une personne qui part sur aujourd'hui du conseil, si vous ne lui présentez pas de produit, c'est une chance sur deux pour qu'il ne revienne pas sur la page liste en amont. Il faut vraiment bien travailler ce sujet-là. Allez voir aussi sur Truffaut comment ils ont pu faire. Voilà. Deuxième point, c'est dans ce merchandising, c'est l'animation, la scénarisation de son offre. D'accord. Je vous ai mis 3 exemples chez Decathlon, chez Camaïeu et chez Trois Suisses Belgique, où on voit bien qu'ils mixent, qui mettent des images de tailles différentes, qui mixent des produits et des contenus, etc. C'est très très important parce que derrière ce que ça va amener en termes de performance, on dit que ça augmente de 15 à 30% le taux de scroll sur une page liste. Et vous savez très bien que plus on descend, plus on va avoir une exposition de ces produits. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le deuxième point par rapport à ce merchandising, ce qui est important, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle, nous, du grid marketing. C'est-à-dire que c'est dédier des espaces, d'accord, dans une page liste. Voilà. Et de pouvoir dire, tiens, en premier produit, je mettrai par exemple toujours ma nouveauté. Je mettrai en deuxième position tel type. Je mettrai tel type d'information. Je vous donne 2 exemples. Si vous allez par exemple chez Truffaut, vous allez aujourd'hui, vous allez, je sais pas moi, chercher des appareils tout ce qui est lié au jardinage, d'accord. Mais il y a des marques fortes, il y a du Bosch, il y a du Wolf, il y a ceci. Ils ont décidé que dans chaque type de page, ce serait toujours le troisième produit serait toujours un produit Wolf. Le deuxième serait toujours un produit cela. Si vous allez chez Citadium, ils ont décidé que le premier produit qui arriverait dans les baskets, c'est une Nike, puis une Puma, puis une Lacoste, puis ceci. Parce que si vous ne mettez pas ce genre de produit et que vous avez un ranking qui vous affiche vos produits un petit peu n'importe comment, vous savez très bien que ce sont des produits phares qui sont recherchés par les clients. Donc c'est décider comment on va scénariser cette page en mixant des règles automatiques plus des règles de ranking, en y insérant du contenu. Ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment ce sujet-là sur les nœuds d'Arbo. Souvent, on s'aperçoit d'un truc, c'est que sur ces nœuds d'Arbo, vous avez soit ceux qui utilisent des logiques de scroll, soit ceux qui utilisent des logiques de clés d'entrée. Donc des clés d'entrée qui vous permettent de partir sur des pages listes plus précises ou sur des pages univers. Attention, n'oubliez pas que si vous faites des clés d'entrée, chaque clic sur un clé d'entrée est une source également de perte de trafic. Donc travaillez bien cette stratégie-là et mettez en place un ranking qui vous permet 2 choses. De découler vos produits, mais surtout de pouvoir attirer l'intérêt de l'internaute sur la page liste pour qu'il aille plus loin dans sa navigation.
Dernier point, sur une fiche produit, faire de l'upsell, du cross-sell, etc. Donc oui, il existe aujourd'hui des mécaniques, je dirais, d'algorithmie qui permettent de proposer ce genre de choses, mais il y a aussi beaucoup de règles qui peuvent être des règles métiers. D'accord. Si je prends l'exemple de chez Camailleux, d'accord, je suis sur un produit, on me propose avec cette veste, on me propose un pantalon, un haut, un gilet, etc. Là, il y a deux méthodes. C'est qu'aujourd'hui, souvent, et c'est ce qu'on propose, nous, c'est d'industrialiser cette démarche à base de règles, parce qu'aujourd'hui, trop souvent, c'est lié à la gestion du catalogue. Oui. Où dans le catalogue, on dit avec le produit A, il faudra présenter le B, le C, avec le C, le D, le E, etc. Moralité, dès que j'ai un nouveau produit qui rentre dans le catalogue, il faut que je pense à créer ces relations. Et puis, si je référence un produit, il ne faut pas que j'aille oublier d'enlever les relations qui existent avec d'autres produits. Donc, c'est très complexe à faire, et généralement, on ne le fait pas. Ou alors, on se cantonne de dire, voilà, avec tous ces produits-là, toute cette famille, je proposerai ceux-là, et ça va au moins animer ce nom. Le principe dans ce parcours, c'est de faire deux choses. C'est d'utiliser les caractéristiques pour arriver à proposer des produits, ce que j'appelle par exemple un produit similaire. Je vais vous donner un exemple très simple. Un produit similaire, je suis en train de regarder un jean. Un jean, il a quoi? Il a une coupe, il a une marque, il a une couleur. Voilà, je m'arrête sur ces trois notions. Un jean similaire, c'est quoi? C'est peut-être un jean de la même coupe, de la même couleur, de la même marque, mais aussi d'autres marques que j'ai envie de promouvoir. Et donc là, on commence à faire en sorte que le métier puisse dire, voilà, comment j'ai envie d'animer, comment j'ai envie de proposer. Et j'ai un nouveau produit de jean de la marque bleue, il sera automatiquement associé avec l'ensemble des autres produits similaires et complémentaires. L'idée derrière ça, c'est clairement on parle de upsells, on parle de cross-sells. N'oubliez pas qu'avant tout, il faut sales. Il faut vendre, donc c'est vraiment du bon sens. Et dans les règles métiers qu'il faut du coup travailler, on est vraiment sur cette logique de bon sens-là. On n'est pas à se dire comment j'amène mon client à acheter plus cher, c'est quand même délicat. Il faut vraiment être dans cette logique de comment je peux orienter mon client à mieux acheter ou à plus coller à son besoin. Il faut toujours parler du besoin client pour qu'on ait du upsell et du cross-sell qui soit efficace. Les temps forts, les animations, on en a parlé, d'accord. Donc c'est aujourd'hui souvent cantonné sur la home page, d'accord. On disait ça représente entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Il y a des statistiques que j'aime beaucoup, c'est il y a je ne sais plus combien, 37 ou 38% de gens qui ne voient jamais la home page sur un site web. Voilà. Donc forcément, cette notion d'animation, il va falloir l'adapter. Il ne faut pas se cantonner, de le faire uniquement sur la home page pour pouvoir présenter ces animations commerciales à différents types d'endroits. D'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure, souvent on se sert aujourd'hui de la home page pour mettre en avant des produits. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant des produits et de contextualiser la mise en avant de ces produits en tenant compte du client. D'accord. Je dis souvent cet exemple, quand je suis un site généraliste où je fais de l'homme, de la femme et de l'enfant, d'accord, généralement c'est souvent des produits pour la femme. Alors, souvent les e-commerçants me disent oui, mais 80% de mes clients sont des clientes, d'accord, et donc je mets particulièrement des produits pour la femme. Sauf que si vous connaissez que je suis un homme, vous avez peut-être intérêt à me proposer d'autres types de produits. Et ça, c'est vraiment le principe de base. On va passer sur ce qu'on appelle, donc quand je disais personnaliser, parce que là l'idée elle est vraiment de personnaliser. C'est aujourd'hui impossible dans le monde physique. On ne peut pas imaginer que quand je rentre dans un magasin, on réadapte les rayons pour m'aiguiller et me proposer des produits. Alors qu'aujourd'hui c'est complètement possible de le faire dans le monde du digital. D'accord. La personnalisation, ça peut prendre plusieurs formes. C'est à la fois la personnalisation de la navigation, c'est la personnalisation de la recherche et du merchandising. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, par exemple, de se dire, tiens, j'ai envie de faire une page de navigation qui sera dédiée, par exemple, à mes clients VIP. Voilà. J'ai envie de leur annoncer, de leur proposer les nouveautés un jour avant tous mes clients. Voilà. Il y a plein de mécaniques, d'accord, qui vont permettre cette augmentation du chiffre d'affaires, des ventes, d'accord, en tenant compte bien, de est-ce que je suis un primo-visiteur, est-ce que je suis un client connecté, de quel segment je fais partie, quel est le nombre de visites que j'ai pu faire. Ça, c'est très intéressant. Je donne souvent cet exemple. Si dans le monde physique, je rentre dans une boutique, je vois un vendeur, je viens voir un produit. Je ressors de cette boutique, je reviens quelques minutes plus tard.
Le client me repose pas toutes les questions, le vendeur me repose pas toutes les questions qu'il m'a posées quelques minutes auparavant. Il va peut-être me reconseiller, me réaiguiller, etc. Donc là, l'idée, elle est d'arriver à faire exactement la même chose dans cette logique. L'autre force de ce sujet de la personnalisation, et là il faut le mettre dans un contexte e-marketing un peu plus global, c'est que du coup aujourd'hui c'est un vrai levier d'optimisation de vos taux de conversion pour l'ensemble de vos supports et de vos leviers de génération de trafic. Vous avez la possibilité de contextualiser avant même l'entrée dans la boutique, puisque du coup aujourd'hui il y a la technologie qui permet du coup de pouvoir être en mesure de tracer l'activité amont. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est aussi un sujet clé. Il faut pouvoir le mettre en place. Ne vous laissez pas non plus séduire par toutes ces règles d'automatisation, parce qu'à un moment donné, l'automatisation c'est un point clé, mais il y a aussi des vraies règles métiers qui sont des vraies règles de bon sens qui sont liées à votre stratégie. Donc il faut réussir à mixer les deux, mais c'est une vraie clé d'optimisation de toutes vos campagnes de génération de trafic. Dernier point, je vais te donner un des exemples de chez un de nos clients, voilà, Mode in Motion, qui personnalise son merchandising selon 2 critères, lui qui est la notion de primo-visiteur. Un primo-visiteur, il veut surtout pousser des nouveautés, lui montrer plutôt des nouveautés, alors qu'un non-primo-visiteur, donc quelqu'un qui l'a reconnu, qui est déjà venu, il veut plutôt lui mettre les baisses ventes. Voilà. C'est une technique, là c'est un exemple, c'est un exemple sur 2 critères, mais ça a vraiment un impact sur la conversion immédiate. Le deuxième chose qui est importante, c'est que cette personnalisation, elle évolue en fonction de mon comportement. Exactement. D'accord ? C'est moi. C'est pas la statistique qui va comparer ce que moi j'ai fait par rapport à ce que les autres ont fait. D'accord ? Ça ne regarde que moi. Et quand je dis ça ne regarde que moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette notion de personnalisation, je suis capable d'utiliser, de déterminer ce que je vais appeler des grands critères d'appétence. Je suis appétent à quoi ? Je suis appétent à des familles de produits. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je viens toujours voir les jeans et les t-shirts hommes. J'ai détecté des familles de produits qui visiblement m'intéressent. Donc la statistique me dit, ce client-là, il préfère les jeans et les t-shirts hommes. Donc j'ai intérêt à lui scénariser tout ça. Le fait de visiter des produits, le fait de voir des produits, c'est un petit peu comme dans le monde physique. Si je suis dans une boutique, je regarde un premier jean avec un vendeur, c'est un jean slim bleu. Il va essayer de me présenter d'autres produits qui sont des jeans slim bleus. Il a compris quel était mon intérêt. Je regarde toujours des produits de la marque A. De la même façon, j'ai tout intérêt à lui remonter le plus rapidement possible les produits de sa marque préférée. Et le fait de visualiser comme ça des produits, on est capable de calculer une appétence sur une marque, une couleur, une tranche de prix. Il y a une chose très simple, souvent dans l'e-commerce, il y a des gens qui ne viennent que pour de la promo. Et on le sait, on ne voit que des produits promo. Pourquoi on ne lui met pas à lui plus en avant les produits promo ? Quelqu'un qui vient parce qu'il a des centres d'intérêt qui sont différents, je n'ai pas intérêt à lui mettre les prix promo, les prix les plus cassés en haut de page. J'ai intérêt à lui mettre des produits de sa marque, de sa couleur, de son style vestimentaire préféré. Voilà,